Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, on va parler commande de vol. Alors, pour continuer et poursuivre sur cette petite série sur la mécanique du vol, on va parler commande de vol. On va commencer par parler d'une famille qu'on appelle commande de vol classique, et puis à la fin je vous parlerai des commandes de vol électriques. Et dans chaque catégorie, on ira voir un petit peu les intérêts de chacune, et les défauts aussi, de chacune des catégories. Même si, selon moi, je vous fais pas de suspense, dans la dernière catégorie, il n'y a pas beaucoup de défauts. Quoique. Première catégorie, donc on va parler des commandes de vol classiques. Alors, les commandes de vol classiques, ça va être tout simple. Ça va se définir selon une loi qu'on va appeler la loi de pilotage à boucle ouverte. C'est un peu pour vous introduire la suite. Pourquoi à boucle ouverte? Tout simplement parce que vos commandes de vol, elles vont être générées juste par un pilote qui sera au manche de son avion, qui va donner des ordres à ce manche via des systèmes mécaniques divers et variés. Donc il y a des systèmes à câble pour des petits avions d'aéroclub, des systèmes à bielle, timonerie et autres sur des avions un peu plus évolués. On ira même sur des systèmes hydrauliques très élaborés comme sur les anciens chasseurs type Jaguar Mirage F1 avec des pré-servocommandes qui vont carrément bouger des servocommandes. Voilà, histoire de démultiplier les efforts et pas fatiguer trop le pilote. Ça, c'était surtout dû à la grande vitesse importante de ces avions. Donc toute une mécanique qui va donner un ordre à une gouverne, et cet ordre gouverne va induire un mouvement de votre avion, d'accord ? On parlera vite fait des capteurs environnementaux. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va être pitot, sonde d'incidence et autres sondes qui pourraient exister, elles vont être uniquement là pour gérer l'affichage aux instruments. Voilà, c'est tout. Ça va juste donner des indications au pilote. Et visuellement, c'est lui, en fonction de ces indications, qui va corriger ou non son pilotage. C'est pour ça qu'on dit que d'un vieil appareil qui demande des cases en termes de pilotage. Et c'est pour ça aussi que dans les anciennes machines, vous étiez surtout au départ passager de votre avion, parce que voilà, les gens subissaient en permanence l'avion. Je parle par exemple, même dans DCS, ça se ressent pour le Digital Combat Simulator World. Si vous ne connaissez pas, dans ce simulateur, j'ai expérimenté le pilotage du Mirage F1 CE et EE, une version espagnole du Mirage F1, mais voilà, un Mirage F1, c'est un Mirage F1, quel que soit son domaine de vol. Ils ont réussi à retranscrire cette sensation dans le simulateur, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train de trimer l'avion pour soit suivre un copain, soit faire de la patrouille serrée, soit même pour bombarder. Il faut vraiment se concentrer sur le pilotage, voilà, et c'est un avion qui ne vous aide pas. Voilà un peu, donc si on peut résumer, ces commandes de vol, c'est très robuste, c'est très costaud. On peut faire pas mal de trucs avec, malgré tout. On a vu vite fait là que il y a des adaptations mécaniques aux avions de chasse supersoniques d'ancienne génération, notamment aussi avec par exemple le F-14 Tomcat, pareil, qui était un avion à commande de vol classique. Le Mirage F1, dont on en a parlé, il y a eu Mirage 3, il y a eu pléthore d'autres avions, les sabres, etc. Je ne vous fais pas la liste parce que ça pourrait être très long. C'est très robuste, mais l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup d'efforts de concentration parce qu'il faut piloter en permanence. Et surtout, si vous avez un problème au niveau de votre enveloppe de vol, vous devez la gérer vous-même. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour vous rattraper. Ça fait plus partie des défauts des commandes de vol classiques. Donc maintenant, si on passe à l'étape d'après, qui est arrivée courant années 70, début années 80. Après, je vous dis ça, 70, non. Si on prend la naissance des commandes de vol électriques, c'est avec le Concorde, dans les années 60. Voilà, le premier avion au monde à avoir eu des commandes de vol électriques, c'est le Concorde. Mais nous, on veut se spécialiser plus dans cette série de la mécanique du vol liée aux avions de chasse. Pour les abonnés joueurs DCS, voilà, je vous le dis, cette série, elle sert à ça. Elle sert à tout le monde, elle est ouverte à tous, cette série, c'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas de simulateur de vol chez eux peuvent écouter ce que je dis, ça se veut un peu comme un podcast, comme m'a dit Mako la dernière fois, c'est un petit peu un podcast, la vidéo n'est même pas, vous n'êtes pas obligé de la regarder je pense pour la comprendre, même si mes petits dessins et les petits habillages vidéo que je mets derrière sont là aussi pour être regardés. Donc maintenant on va passer aux commandes de vol électriques. Schématiquement, beaucoup plus complexe, c'est sûr. Au départ, de prime abord, ça fait un petit peu peur, mais en fait,
C'est assez simple quand même à comprendre. Déjà, on va repartir des capteurs d'environnement extérieur. Capteurs environnement extérieur, alors oui, ils sont toujours là pour gérer l'affichage au niveau des instruments, mais pas que. On va se servir d'informations physiques qu'on va aller envoyer, transformer en signaux électriques ou numériques en fonction de la génération d'avions, hein, évidemment. En général, c'est plutôt électrique même d'ailleurs. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on dit commande de vol électrique, entre autres, pas que. Et ces informations, on va les donner à un calculateur, d'accord ? Ce calculateur, il a besoin de ces informations pour faire fonctionner vos commandes de vol. Ensuite, on prend en compte quand même le pilotage, parce qu'un pilote, il va pouvoir donner ou non un ordre au manche, et cet ordre, d'accord, il va être aussi envoyé au calculateur. Alors oui, en dessous, j'ai mis comparateur, mais on verra après pourquoi. Donc le pilote, lui, il fait une demande, un ordre, et cet ordre est envoyé au calculateur. Alors, comme on a dit, il y a les capteurs extérieurs, mais pas que. D'autres boîtes, d'autres éléments de l'aéronef vont capter par exemple la quantité de carburant qui reste dans l'avion. Par exemple. Certains aéronefs même ont besoin de l'information du régime réacteur ou du régime des réacteurs en fonction si c'est un mono ou pluriréacteur. Voilà, votre avion de chasse. Donc tout ça, ça va être synthétisé et pareil, ça va être envoyé au calculateur. Et le calculateur, il va donc, en fonction de l'ordre que demande le pilote, envoyer un ordre aussi, en prenant en compte déjà ses premières données, à la servocommande. D'accord ? Cette servocommande, il n'y a pas de lien mécanique entre les deux, hein, c'est purement électrique. Cette servocommande reçoit de l'énergie hydraulique, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, on l'avait dit, on n'ira pas dans la filasse, donc on n'ira pas. Cette servocommande, donc, va commander une gouverne, et ça va induire un mouvement de votre avion. Sauf que, cette fois-ci, votre servocommande, elle est surveillée également par des capteurs. Ces capteurs, en fait, ils envoient en permanence la position de vos gouvernes au calculateur. Et là, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un pilotage à boucle fermée. Bah oui, parce qu'on ferme une boucle de contrôle. C'est-à-dire que le calculateur, il contrôle en permanence les éléments environnementaux extérieurs, les éléments liés mécaniquement à l'avion, donc votre carburant, vos réacteurs, enfin plein de choses, le facteur de charge, tout ce que vous voulez. Il a besoin de plein d'éléments pour pouvoir, lui, derrière, en fonction de ce que demande aussi le pilote, élaborer un ordre gouverne, et pas en fait demander à l'avion de faire n'importe quoi. Donc là, déjà, vous me suivez, vous commencez à voir où je veux en venir, c'est qu'en termes de protection, au niveau commande de vol électrique, c'est le top du top. Vous pourriez partir en vrille avec un avion à commande de vol électrique, mais je vous assure que ce serait beaucoup plus compliqué qu'avec un avion à commande de vol classique. On a tous déjà vu ces petites vidéos d'un Mirage 3. Alors, comment il s'appelait déjà ce Mirage 3 ? C'était un Mirage 3 à commande de vol électrique. D'ailleurs, il a servi au développement des commandes de vol électriques du Mirage 2000. Ce Mirage 3, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le remets en image là. Mais ce Mirage 3, son petit jeu, c'était partir en vrille, donc il était en mode vrille, et puis de se remettre en mode normal pour observer que l'avion il se rattrape de lui-même grâce aux commandes de vol électriques. En fait, c'est juste l'ordinateur qui dit au gouverne comment se contrôler, comment se diriger pour remettre l'avion en ligne de vol, tout simplement. Parce que comme on l'a vu dans l'épisode d'avant, et ce sera la conclusion, nos avions de chasse, pour être extrêmement mobiles, ils ont besoin d'être malheureusement très instables. Un aéronef de combat moderne, si vous lui enlevez son ordinateur de pilotage de commande de gouverne, il ne peut pas voler tout seul. Il ne sera pas stabilisé. Il ne sera pas ce qu'on appelle autocompensé. Au contraire des anciennes machines que vous pouviez trimer et après vous lâchez le manche, l'avion normalement reste stable. Un avion moderne, vous ne pouvez pas faire ça. Vous lui enlevez ses commandes de vol, il ne peut plus voler droit, il ne peut plus voler à plat. Je vous mets en lien d'ailleurs dans les fiches ou dans la description la petite vidéo qui traite, c'était même un live qu'on avait fait avec le Bibs, avec Galinette, etc. C'est des gens connus dans la communauté DCS, avec qui on avait fait des essais sur le rework des commandes de vol pour le simulateur de vol. Hein, parce que, je répète, hein, cette vidéo, elle se destine à tous et pas uniquement aux joueurs de DCS. La suite sera plus orientée pour les jeunes joueurs de DCS, les débutants. Mais là, pour le moment, ça s'adresse à tous. Ces avions qui
sont hyper instables, sont en contrepartie très 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 manœuvrants. Extrêmement manœuvrant. Voilà, c'est fait exprès, c'est voulu. Voilà, plus vous le rendez instable, plus il est manœuvrable, et c'est ce qu'on veut d'un avion de chasse. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il réagisse instantanément. Prenez des images maintenant que je vous montre de notre simulateur. Si j'essaye de vous montrer un taux de roulis ou un virage, je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer de très probant, mais voilà, du domaine de vol. Si je compare le Mirage 2000 au Mirage F1 dans le simulateur, bah déjà là, on va avoir une différence flagrante entre les deux appareils. Vous allez voir que le Mirage 2000 peut tourner beaucoup plus fort, beaucoup plus serré que le Mirage F1. Il est beaucoup plus stable. J'essaierai de vous faire une mise en vrille avec le 2000. Je ne sais pas si c'est faisable. Par contre, ce que je peux vous montrer aussi, c'est un pilotage là, sans l'ordinateur commande de vol. Je coupe tout ce qui est assistance électrique et là vous allez voir l'avion, non, il est impilotable. Il faut vraiment remettre tout en marche. Au même titre que sur des commandes de vol classiques, je peux faire une mise en vrille sur le Mirage F1. Je peux le rattraper, mais j'ai certaines manœuvres à effectuer pour pouvoir le rattraper. Au risque par contre de peut-être perdre le réacteur ou casser quelque chose sur l'avion par contre. Voilà. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis pas sûr de pouvoir poursuivre la série sur la mécanique du vol. Je pense que ce sera le dernier volet de la série. Maintenant, dites-le moi en commentaire s'il y a des éléments qu'on pourrait rajouter à cette série. Hein. Ça se veut assez participatif. S'il y a des éléments que vous voudriez aborder, qu'on fasse ça en mode podcast, que vous ayez ça pas à bûcher, mais des choses que vous aimeriez apprendre, des domaines que vous aimeriez connaître, que je pourrais peut-être vous renseigner. Je pense pas, parce que voilà, là moi j'ai fait l'étendue de ce qui me passionne dans l'aéronautique, dans la théorie de l'aérodynamique, etc. Et puis de la mécanique du vol. Voilà, j'ai parlé de ce que je connais. Je connais pas plus que ça. Normalement, là, j'ai bien fait le tour de la question. Mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire et je me ferai un plaisir de vous tourner un petit épisode, si j'ai le temps, bien évidemment. S'il faut, ce sera pour la rentrée peut-être. Voilà, je vous ferai ça pour la rentrée. Ce sera pas dans l'immédiat, mais je vous le ferai. Voilà, avec plaisir. Allez, sur ce, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir suivi cette série et je vous dis à la prochaine. Ciao.